Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Que ce soit des chars gonflables pour tromper l'ennemi, des animaux dressés pour combattre ou encore un entraînement sans aucune balle, les stratégies militaires et armées que l'on va voir dans cette vidéo vont probablement en étonner plus d'un. On part donc ensemble à la découverte de 9 armées et stratégies militaires étonnantes. C'est parti. Numéro 1, l'armée gonflable. On commence la vidéo avec des soldats qui ont utilisé une méthode assez spéciale pour tromper l'ennemi. La méthode a souvent été appliquée par les soldats russes ou américains lors de la Seconde Guerre mondiale, mais récemment en 1999, elle a été appliquée durant la guerre de Yougoslavie. Au cours des 4 premiers mois de combat, les avions de l'OTAN n'ont pu détruire que 20 chars serbes, 18 transports de troupes et moins de 2 douzaines d'unités d'artillerie au Kosovo. Et pourtant, les documents remis au siège du commandement de l'OTAN affirmaient le contraire et les documents disaient que des centaines de chars et des tas de matériel blindé, léger et lourd avaient été liquidés. Mais la réalité est tout autre, en fait, ces centaines de chars et de matériel blindé que l'OTAN croyait avoir détruits étaient en fait des imitations en caoutchouc trompeuses. Et vu que les avions de reconnaissance volaient à une hauteur de plusieurs kilomètres, ils ne pouvaient pas distinguer les vrais défauts. La stratégie d'armes gonflables a été mise en place pour justement tromper les avions, les roquettes et les bombes. Et tout ce matériel qui valait des millions de dollars n'a servi qu'à détruire des engins gonflables et en caoutchouc. Ça a donc été une énorme perte d'argent pour l'OTAN. D'ailleurs, comme l'a dit M. Kamarov, l'ingénieur militaire qui se chargeait de la fabrication des armes gonflables, si vous étudiez les grandes batailles de l'histoire, vous verrez que la ruse l'emporte à chaque fois. Numéro 2, l'armée malienne et son entraînement étonnant. On continue la vidéo avec une anecdote complètement surréaliste. Si certaines fois l'armée malienne n'a pas suffisamment de munitions pour s'entraîner, elle a en tout cas beaucoup d'imagination. Dans un reportage diffusé sur France 5 qui filmait le quotidien des soldats du Mali, on pouvait voir les soldats à la frontière se fixer un objectif ennemi au loin et faire semblant de tirer dessus en imitant le bruit des balles le plus sérieusement possible. Bon, comme vous l'avez vu, ça paraît assez drôle, mais ça a eu au moins l'utilité de rappeler aux politiques qu'ils n'ont pas le matériel et l'organisation suffisante pour s'entraîner aux attaques terroristes et que leur défaite était sûrement en lien avec ce manque-là. Numéro 3, l'armée de hackers israéliens. Avant d'être dévoilée au grand public, l'unité 8200 fut longtemps l'un des secrets les mieux protégés de l'armée israélienne. Cette unité de renseignement de l'armée israélienne créée en 1952 est spécialisée dans la guerre électronique, le hacking et la collecte de renseignements. L'unité compterait entre 5000 et 7500 membres et c'est la plus grande unité de renseignement d'Israël. D'ailleurs, plusieurs anciens membres de l'unité 8200 ont créé par la suite des sociétés de technologie très connues comme par exemple ICQ, l'application Waze ou même le site internet Wix. Vous avez besoin d'un site internet pour votre entreprise? Tout d'abord, connectez-vous sur wix.com. La plupart des ex-membres de l'unité 8200 ont fondé des sociétés qui sont devenues de vrais mastodontes de l'industrie technologique et essentiellement sur le marché de la cybersécurité. Et donc en seulement quelques années, l'inscription unité 8200 est passée de documents top secrets au CV public des créateurs de start-up en Israël. Numéro 4. En 1941, durant la Seconde Guerre mondiale, un service secret britannique avait développé des rats explosifs destinés à endommager les usines ennemies. Une centaine de rongeurs avaient été achetés par un officier qui se présentait comme un étudiant ayant besoin d'eux pour des expériences en laboratoire. Les rats ont été dépouillés, remplis d'explosifs plastiques et recousus. L'idée était de placer un rat parmi le charbon à côté de la chaudière d'une usine ennemie. Et quand ils étaient repérés, ils étaient évidemment immédiatement jetés sur le feu, provoquant une énorme explosion. Bon, cette technique n'a jamais abouti car le premier envoi a été saisi par les Allemands et le secret a été dévoilé. D'ailleurs, il est dit que les Allemands étaient fascinés par l'idée et les rats étaient exposés dans les meilleures écoles militaires. Numéro 5, les porcs de guerre. On a parlé de rats, parlons maintenant d'un autre animal qui a été utilisé pour la guerre, le porc. À l'époque des Romains, les porcs de guerre, également connus sous le nom de porcs incendiaires, étaient des porcs qui ont été utilisés contre les éléphants de guerre. Ces porcs étaient couverts de goudron, de lances, d'huile d'olive et autres substances qui étaient alors enflammées, puis ils étaient dirigés vers les éléphants ennemis dans le but de les faire paniquer. Et bien que les dommages causés aux troupes étaient minimes, la chaleur, la lumière et leurs cris pouvaient effrayer et désorganiser l'armée ennemie. Numéro 6, des belugas blancs entraînés par l'armée russe.
En avril 2019, des pêcheurs norvégiens ont signalé la présence d'un beluga blanc qui portait un harnais. Mais avec un comportement étrange, l'animal se serait alors attaqué à leur bateau en tentant notamment de détacher des cordes. Vu que l'animal portait un harnais qu'il avait l'air apprivoisé et habitué à l'homme, selon des experts de la marine norvégienne, l'animal aurait pu être entraîné par l'armée russe. Hourra! Et justement, après avoir retiré le harnais de la baleine, les pêcheurs ont découvert l'inscription « Équipement de Saint-Pétersbourg ». Dans les années 1980 en Russie soviétique, un programme visant à recruter des dauphins pour suivre un entraînement militaire avait déjà été lancé. Leur vision incroyable, leur furtivité et leur bonne mémoire en faisaient des outils sous-marins efficaces de détection des armes. Numéro 7, l'armée fantôme. Peu après le débarquement de Normandie le 6 juin 1944, 2 Français avaient réussi à entrer dans la zone où se trouvaient les hommes des forces spéciales américaines et ont assisté à une scène très étonnante. 4 soldats américains étaient en train de soulever à main nue un tank Sherman de 40 tonnes et le retourner comme si de rien n'était. Et face à l'air étonné des 2 arrivants, Arthur Shilston, un des soldats américains, a tenté une explication assez patriotique en disant que les Américains étaient très forts. Alors pas du tout, les membres de ce groupe surnommé l'armée fantôme n'étaient pas des descendants de Hulk, mais comme on l'a vu plus tôt, ils utilisaient aussi la stratégie des tanks gonflables. Mais comme vous allez le voir, il y a quand même plusieurs différences avec la stratégie militaire qu'on a pu voir plus tôt. L'armée fantôme avait été déployée par le gouvernement américain à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour faire semblant d'être une armée. Plus de 1000 artistes et ingénieurs du son ont été recrutés à New York et en Philadelphie en 1944 afin de mettre en scène de fausses attaques à l'aide de sons d'explosion diffusés par des haut-parleurs. Ils utilisaient également des tanks gonflables en faisant croire aux troupes hitlériennes que les forces américaines étaient bien plus nombreuses que dans la réalité. Après le débarquement des troupes américaines, ces forces très spéciales ont simulé 20 fausses opérations dont on estime qu'elles ont sauvé entre 15 000 et 30 000 vies. La bataille la plus mémorable menée par l'armée fantôme a eu lieu à la fin de la guerre alors que les soldats artistes accompagnaient le 9e bataillon pour traverser le Rhin et arriver en Allemagne. Plus de 1000 hommes devaient faire semblant d'être 30 000 et en mélangeant de vrais tanks aux gonflables, les troupes semblaient préparer une immense attaque. Et leur faux avion d'observation était si convaincant que des pilotes américains cherchaient à atterrir à côté d'eux. Et au final, grâce à ce stratagème, ils ont réussi à traverser le Rhin assez facilement. Numéro 8, les singes de l'armée chinoise. Le 3 septembre 2015, les autorités chinoises voulaient s'assurer qu'aucun volatile ne trouble le défilé militaire qui commémorait la défaite japonaise à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. La Chine a l'habitude d'afficher sa puissance militaire à l'occasion de cet événement et plus de 200 avions sont déployés chaque année pour la cérémonie. Mais le seul petit problème, c'est qu'une des bases des forces aériennes concernées se trouvait dans un couloir de migration de diverses espèces d'oiseaux, ce qui pouvait présenter le jour J des risques pour les appareils et les pilotes. D'où l'idée de recourir au préalable à des singes et des faucons pour éloigner la menace. Les singes sont parvenus à maîtriser les techniques pour détruire les nids d'oiseaux après seulement 1 mois d'entraînement. Retirer les brindilles des nids avant de les renverser à terre, le tout en à peine 1 minute par nid. Et donc ni les coups de feu ni les canons à eau utilisés précédemment n'étaient aussi efficaces et économiques que les singes qui étaient récompensés par des rations de maïs. Et le numéro 9, les chiens anti-chars de l'Union soviétique. On termine avec une stratégie militaire complètement horrible, celle des chiens anti-chars. On les appelait également chiens-bombes ou chiens-mines et c'étaient des chiens de guerre dressés pour transporter des explosifs sous les chars et les véhicules blindés dans le but de les détruire. Les tout premiers chiens anti-chars ont été formés aux alentours de 1930, mais ils ont surtout été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale par l'Union soviétique pour lutter contre les chars allemands. Ces derniers représentaient une grande menace pour l'armée soviétique qui ne possédait pas d'équipement efficace contre les véhicules blindés. Et le dressage de ces chiens était particulièrement horrible puisqu'on les privait de nourriture pendant plusieurs jours et on cachait de la nourriture sous un char placé à proximité. Les chiens se précipitaient alors sous le char pour y chercher de quoi manger dès qu'on les lâchait et ils ont pris le réflexe de se diriger sous un char dès qu'ils en voyaient un. Et une fois entraînés, on amenait les chiens au front et on les sanglait avec des poches remplies d'explosifs. Ils étaient ensuite lâchés devant des chars ou des véhicules blindés ennemis et conformément à ce qu'on leur avait inculqué, ils se jetaient directement en dessous. Puis un détonateur était déclenché, ce qui faisait exploser le véhicule en même temps que l'animal. D'après certains spécialistes, on estime que fin 1941, l'armée soviétique comptait dans ses rangs plus de 1000 chiens anti-chars et que leur nombre a doublé l'année suivante. Bon, la propagande nazie et les experts militaires occidentaux de la guerre froide ont par contre dit que ce programme n'avait pas eu beaucoup de succès. La raison est qu'ils évoquaient notamment le fait que les chiens étaient effrayés par le bruit de la guerre et fuyaient le champ de bataille sans remplir leur mission. Bon, c'est pas du tout la version des sources soviétiques qui disait quant à elles que les chiens anti-chars sont parvenus à détruire plus de 300 chars allemands. Et toujours selon les soviétiques, ces chiens étaient tellement efficaces que les Allemands ont pris des mesures pour les contrer. D'après eux, les soldats allemands ont reçu l'ordre d'abattre tout chien qu'ils apercevaient.
Et vu que les mitrailleuses en haut des chars n'étaient pas assez efficaces pour atteindre des cibles aussi basses, rapides et difficiles à avoir, les Allemands ont fini par avoir recours à des lance-flammes pour éloigner les chiens. La mission a été efficace mais pas infaillible car certains chiens comme les Doberman ne renonçaient pas à leur mission pour autant. D'ailleurs, le 21 juin 2013, un monument intitulé Le chien du front, représentant un chien reposant sur les restes d'un char détruit, fut inauguré à Moscou. Il a été placé en hommage aux nombreux canidés qui se sont battus aux côtés de l'armée rouge et qui ont perdu la vie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.